Moteur. Bon, tout est prêt? Parfait. 2020. En plus de devoir rester enfermé chez nous à cause d'une chauve-souris, C'était ça la vraie raison? on a dû faire de notre mieux pour découvrir des programmes en dehors des salles de cinéma. Essentiellement sur petit écran, les scénaristes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous faire voyager tout en restant confinés. Cette année-là, on a eu le droit à un coach extraordinaire, à des sœurs bien différentes et à un voyage dans le temps. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 2020 a été marqué par la diffusion du 12 millième épisode des Feux de l'amour. Cette année-là, on a pu voir de très belles parties d'échecs dans Le Jeu de la Dame, une histoire pleine de rebondissements dans The Last Dance, et la quête de l'amour dans La Flamme. Sa flamme. Mais aujourd'hui, je laisse ma place à quelqu'un d'exceptionnel pour vous parler d'une série exceptionnelle. J'ai nommé Ted Lasso. Ted Lasso est une série Apple TV créée par Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly et Jason Sudeikis. Elle est constituée de 3 saisons pour un total de 34 épisodes qui ont été diffusés d'août 2020 à mai 2023. Le synopsis de base est assez simple. Rebecca Welton est l'ex-femme du propriétaire du club de foot de Richmond qui évolue dans le championnat d'Angleterre. En plein divorce avec son mari, elle devient présidente du club. Richmond ayant une place très importante dans le cœur de son ex-mari, elle décide, dans le but de se manger de celui-ci, de tout faire pour saboter la saison du club. Pour cela, elle recrute en tant que coach un entraîneur de football américain complètement novice en football, le bon Ted Lasso. Mais ce coach, qui se révélera être l'homme le plus gentil et le plus optimiste du monde, va se battre pour réussir sa mission au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Ted Lasso est une série qui parle donc de foot, mais celles et ceux qui sont allergiques à ce sport ne partez pas tout de suite, car le foot est en réalité mis en arrière-plan. Bien entendu, les fans de ce magnifique sport, Non, je ne suis pas objectif. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. auront droit à quelques clins d'œil qui font très plaisir. Comme le personnage de Roy Kent, qui est clairement inspiré du légendaire milieu de Manchester United Roy Keane, ou comme certains caméos inattendus de vraies personnalités issues du foot, comme notre Titi Henry national ou lors de la 3e saison du meilleur entraîneur actuel, Pep Guardiola. Et puis, bien que le club de Richmond soit totalement fictif, les amateurs de foot remarqueront de très grandes similarités avec le club réel de Crystal Palace, qui est également un club du sud de Londres, qui joue souvent les places de milieu de tableau ou se battent pour le maintien, et surtout avec qui ils partagent les mêmes couleurs. Mais voilà, la place du foot dans la série s'arrête là. Car oui, le sport est en réalité une excuse imaginée par les scénaristes pour nous parler de sujets bien plus universels comme la solidarité, la combativité, le sacrifice ou même la dépression. Oui, il est important de noter que la première saison reste assez lumineuse et n'évoque pas réellement de sujets graves, mais dès la 2e saison, la série va nous surprendre et deviendra bien plus profonde. Ted Lasso nous touchera même en plein cœur à plusieurs moments. Excuse-moi, tu pourrais te concentrer sur la saison 1 s'il te plaît? Ah oui, désolé. Pas de soucis. L'une des forces de cette série est qu'elle est très drôle, et bien entendu on doit cela à l'acteur principal Jason Sudeikis. Il porte la série aussi bien devant que derrière la caméra puisqu'il est également créateur et scénariste de la série. Jason Sudeikis, en plus d'être un acteur que j'adore et que j'ai découvert dans la trop peu méconnue série The Last Man on Earth, C'est une série géniale mais qui a été annulée en plein cliffhanger. Je ne m'en suis toujours pas remis. est surtout un ancien du Saturday Night Live et un acteur qui a joué dans de nombreuses comédies plus ou moins potaches. Il maîtrise donc à perfection le rythme si particulier de la comédie, et ici son talent est à son paroxysme avec un personnage écrit sur mesure pour lui. Il est tout de même important de noter que certaines blagues sont hyper référencées, dont certaines références ne sont pas très connues en France. Mais même si on ne comprend pas toutes les blagues, cela ne gâche pas du tout l'expérience. Croyez-moi car j'ai dû comprendre seulement 60% des blagues. Pour revenir à Jason Sudeikis, il faut également noter qu'au fil des épisodes et des saisons, il nous surprendra avec un jeu beaucoup plus dramatique, et ouais, dans tous les registres, c'est un incroyable acteur. Il gagnera d'ailleurs 2 Golden Globes du meilleur acteur grâce à cette série. Le reste du casting est également incroyable. À commencer par Brendan Hunt qui joue le fidèle assistant de Ted Lasso dans la série et qu'il est également pour Jason Sudeikis dans la vraie vie puisqu'il fait partie des créateurs et scénaristes de la série. Il y a également Phil Dunster et Brett Goldstein qui jouent Jamie Tart et Roy Kent, les 2 stars de l'équipe qui se révéleront particulièrement sensibles au fil des saisons. Et j'adore leur très fort accent anglais. De l'ASMR pour mes oreilles. A noter que Brett Goldstein fait également partie des scénaristes de la série. Oui, ils étaient beaucoup. On retrouve aussi et peut-être surtout Hannah Waddingham qui joue Rebecca, la présidente du club, une actrice que l'on a pu apercevoir dans Game of Thrones ou Sex Education et qui illumine ici la série de son charisme et de son talent.
Et enfin, je me dois de citer ma chouchoute Juno Temple, qui joue en début de série la copine de Jamie Tartt, mais qui deviendra un personnage très important au fil des saisons. J'adore cette actrice que j'ai découverte dans Kaboom de Greg Araki. Si vous ne connaissez pas ce film, regardez-le tout de suite, ou allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. Dans Ted Lasso, Juno Temple apporte sa touche de sensibilité et de caractère que demande le rôle pour ne pas tomber dans la caricature trop facile. Ce rôle lui va à ravir et je dois vous avouer que c'est grâce à elle que j'ai découvert cette magnifique série. Ouais, parfois ça sert de suivre ses acteurs et actrices préférés sur les réseaux sociaux pour découvrir les futures pépites avant tout le monde. Excuse-moi, tu pourrais revenir sur Ted Lasso, s'il te plaît? Ah oui. Désolé. Pas de soucis. Pour terminer, il serait peut-être temps de parler de la qualité numéro 1 de cette série. Ted Lasso est une série qui fait du bien, tout simplement. Oui, c'est une série ultra positive et optimiste. Le personnage de Ted Lasso est le personnage le plus gentil que j'ai pu voir dans une œuvre. Il reste toujours positif, aide tous les gens autour de lui et ne fait que penser à son prochain. Au fil des épisodes et des saisons, son caractère va se propager à l'ensemble des personnages de la série. Certains d'entre eux, comme Jamie Tartt par exemple, seront très clichés en début de série, mais évolueront de manière extraordinaire au cours de la série pour devenir une version améliorée d'eux-mêmes. Jamie Tartt nous touchera notamment de manière assez inattendue à partir de la 2e saison. No spoil. La légèreté de la série ne signifie pas non plus que tout sera rose au pays des bisounours. Non, les résultats sportifs du club notamment ne feront pas forcément de cette histoire une success story. Mais l'optimisme et la bienveillance qui va régner dans le vestiaire va être plus important que toutes les victoires. Ah bordel, c'est beau ce que je dis. De plus, comme dit précédemment, la série va également aborder des sujets plus graves. La dépression, l'homophobie, les ruptures amoureuses difficiles sont autant de sujets qui nous surprendront au cours de la série. À partir de ces sujets, la série va essayer de nous transmettre des valeurs justes, solidaires et même féministes qui font beaucoup de bien. A noter également que Ted Lasso est une série qui a été pensée en 3 saisons, et malgré le succès, ils ont décidé de s'arrêter au bout des 3 saisons. Cela permet d'avoir une histoire cohérente et bien écrite. J'aime profondément cette série et tous les personnages qui m'ont accompagné pendant 3 ans. Ted Lasso est une série doudou qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Elle m'a fait rire, m'a ému et m'a surpris. Merci Ted Lasso et longue vie au lévrier. Ah, et pour l'anecdote, le grand Zach Braff, acteur de Scrubs et surtout l'homme derrière l'incroyable film Garden State, a réalisé le 2e épisode de la 1re saison. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais ça me fait toujours plaisir de placer Garden State. Ted Lasso est vraiment une série extraordinaire qui avait besoin d'être présentée par un invité d'exception. Retrouvez toutes les infos sur Thibaut Sans Aile dans la description. Je peux rester dans les parages ? Bien sûr, n'hésite pas à intervenir. Ok. 2020 nous aura aussi proposé des choses vraiment cool, notamment Raised by Wolf avec un pilote réalisé par Ridley Scott, mais aussi les débuts du cinéma dans Hollywood, et le retour d'un homme qui a du mordant dans Dracula. He is a monster. He is the devil himself. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à de l'exceptionnel. Tout d'abord, on a vu Mads Mikkelsen dans une compétition de levée de coude dans Drunk. Keanu Reeves reprenait un de ses meilleurs rôles dans Bill et Ted Sauve l'univers, et Vanessa Kirby nous dévoilait l'ampleur de son talent dans A Piece of Woman. Mais cette année-là, il y a un film qui est passé inaperçu et dont je voulais vous parler, La Voie du succès. La Voie du succès, ou The High Note en version originale, est un film américain réalisé par Nisha Ganatra. On y découvre alors Maggie, interprétée par Dakota Johnson. Maggie est l'assistante personnelle de Grace Davis, une légende de la musique qui n'est pas vraiment parvenue à se renouveler au cours des 10 dernières années. Tandis qu'elle hésite entre poursuivre sa grande carrière ou accepter la facilité d'une scène constante à Las Vegas, Maggie, elle, a des projets bien plus grands qu'être l'assistante d'une star. Ce qu'elle veut, elle, c'est être productrice, trouver un artiste et l'aider pour trouver son potentiel. Un jour, elle rencontre par hasard un jeune homme dans une épicerie. Il s'avérera être un chanteur en quête de succès, alors Maggie saute sur l'occasion pour l'aider à s'envoler. Sans oublier qu'il se tourne aussi pas mal autour pendant tout le film. La Voie du succès n'est clairement pas le film de la décennie. Il a tout de même le mérite d'être sorti au beau milieu de l'année la plus compliquée pour l'art et pour l'humanité en règle générale. Et évidemment, il n'a pas réussi à faire parler de lui plus que le Covid. Alors, il est assez logique qu'il soit passé sous les radars de beaucoup. Perso, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant,
Même s'il s'agit d'un petit film sans prétention, il n'en reste pas moins très intéressant. Ce film nous présente des personnages en pleine recherche d'eux-mêmes. Une grande chanteuse qui ne sait plus comment continuer sa carrière, une jeune femme pleine de talent qui a peur de s'enfermer dans une vie qu'elle ne souhaite pas et qui rêve depuis son bureau, et un jeune chanteur qui voudrait absolument devenir célèbre pour ses efforts et ses créations plutôt que parce qu'il est le fils de quelqu'un. Cette quête de soi, d'avenir et de grandeur, les personnages vont la traverser et ce n'est qu'ensemble qu'ils parviendront à la surmonter. Maggie n'arrivera pas à atteindre ses rêves sans artiste et sans un coup de pouce de sa patronne. Le chanteur n'arrivera pas à se faire une place dans le milieu sans le tremplin que lui propose sa mère. Ah oui, spoiler, sa mère c'est la chanteuse. Et la légendaire Grace Davis ne se renouvellera pas sans l'aide de la nouvelle génération. La voie du succès, c'est le contre-exemple parfait de la phrase « je me suis fait tout seul ». Il arrive que l'on réussisse une carrière sans aide, mais à un moment donné, lorsque les doutes apparaissent, il est important d'être bien entouré et surtout, il faut savoir mettre son ego de côté pour accepter les mains qui nous sont tendues. Ce n'est pas un signe de faiblesse d'accepter une défaite ou un échec, mais il n'est jamais bon de s'enfermer dans la solitude sans jamais remonter la pente. Wow, on dirait que je fais un spot télé pour la dépression. Ce film ne brille pas par sa réalisation impressionnante. Il n'a pas non plus un scénario digne des plot twists de M. Night Shyamalan. Shyamalan n'a plus de bons twists non plus, de toute façon. Et bien qu'il soit un peu gnangnan, pour citer ses détracteurs, il n'en reste pas moins un bon film sans prise de tête qui n'essaie pas de se prendre pour un chef-d'œuvre. Il est à la hauteur de ses ambitions. Une bande-son accrocheuse vraiment très bonne, une petite histoire qui nous raconte les coulisses des grandes fins de carrière, de la galère des débuts, tout ça sur fond de romance. La voie du succès n'est pas marquant, mais il nous rappelle que, enfermé chez nous un dimanche et pendant une pandémie mondiale, on peut trouver du bon dans les choses les plus simples. En plus, il y a du Sam Cooke dans la bande originale, donc ça mérite beaucoup plus de gloire. Et pour ce qui est des récompenses, en 2020, les Oscars ont été attribués pour les films de l'année précédente. Cette fois-ci, c'est Joaquin Phoenix qui a décroché celui du meilleur acteur pour son rôle de Joker dans le film éponyme, tandis que Renée Zellweger a obtenu celui de la meilleure actrice pour son interprétation de Judy Garland. Pour le combo, on peut féliciter Bong Joon-ho, qui a raflé la statuette du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Parasite. Ce dernier est devenu le premier film en langue étrangère à remporter les récompenses les plus prestigieuses. Du côté de l'animation, Pixar a présenté En Avant, la France a découvert avec 6 mois de retard Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, et Netflix dévoilait une nouvelle aventure de Violet Evergarden. Le cinéma nous a également parlé de plusieurs guerres avec Jojo Rabbit, mais aussi de manière totalement différente avec 1917 et Résistance. Du côté de la francophonie, on a eu le droit à Virginia Efira dans Adieu les cons, une flopée d'acteurs de talent dans Balles perdues et une tentative de manifestation dans Tout simplement noir. Et aussi Vincent McCain, Camilla Jordana et Nils Schneider nous ont émus dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ah ouais ? Bah ouais, non, ça je connais pas. Eh bien, je te le conseille fortement. En outre, Greta Gerwig réalisait Les filles du Dr March, David Fincher nous présentait Manque, et Christopher Nolan a brisé nos crânes avec Tenet. Et aussi Guy Ritchie est revenu à son meilleur niveau avec The Gentleman. Ah oui, il y avait ça aussi. Mais pour revenir en France, les salles de cinéma ont été touchées par la nostalgie avec Play. Play est un film franco-belge réalisé par Anthony Marciano, à qui on doit entre autres Les Gamins. Les Gamins est l'un de mes films préférés de 2013. Notre histoire débute en 1993, lorsque Max, alors âgé de 13 ans, ouvre ses cadeaux de Noël et découvre son premier caméscope. Un cadeau qui ne le quittera pas pendant plusieurs années, puisqu'il se met à filmer tous les moments importants de sa vie. Entre les essais ratés de transition, les blagues au collège et les événements marquants des 2 dernières décennies, nous allons le voir grandir, évoluer au travers de ses souvenirs, et ça, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à révéler ce qu'il garde en lui depuis toujours, jusqu'à ce qu'il finisse avec la fille. Et quelle fille! Alors excuse-moi, mais je me permets de reprendre le micro pour un message d'importance nationale. La fille, comme tu dis, est interprétée par la plus talentueuse, la plus incroyable et la plus belle actrice de sa génération, à savoir Alice Isaz. J'ai découvert cette actrice en 2014 avec le très bon La crème de la crème du non moins talentueux Kim Chapiron, et oui, je suis tombé instantanément amoureux d'elle. Au-delà du fait que je la trouve incroyablement belle, je suis également tombé amoureux de son jeu que je trouve unique. Dans chacune de ses interprétations, elle joue de manière si naturelle et si juste. Alice Isaz est une actrice que l'on ne voit pas assez alors qu'elle a un talent indéniable. Ah, et en plus elle est née la meilleure année. 1991 représente. Play, c'est un shot de nostalgie à l'état pur. On ne nous dit pas c'était mieux avant, on nous raconte juste l'histoire d'une personne qui grandit. Un enfant qui découvre ce que c'est d'être adulte et qui va devoir traverser tout ça avec nous.
La force de Play est qu'il n'exagère pas le fanservice des années 90 et 2000. Il est réaliste quant à cette époque en appuyant sur ce qui l'a marqué. La victoire de la France en 98, les attentats du 11 septembre et même les 800 chanteurs de rue qui proposent leur version de Wonderwall à la fête de la musique. Et ouais, même à l'époque, tout le monde en avait marre. Le film veut simplement explorer la jeunesse de ses créateurs en montrant les tourments adolescents qu'ils ont vécus à la fin du XXe siècle. Dans cette redécouverte de l'histoire à petite échelle, on voit passer les déboires d'une famille qui se déchire, qui doit affronter la maladie, mais aussi une bande de potes et leur premier coup de cœur et leur gueule de bois. Appuyé par une bande-son allant des Pixies à Hélène et les garçons, on se reconnaît dans ces personnages qui, malgré l'incertitude de l'avenir, affrontent le temps qui passe. Play, c'est un électrochoc qui nous le rappelle justement, le temps passe vite. Le collège est déjà loin derrière nous et les conneries du lycée aussi. Il est important de profiter de chaque instant avec les personnes qui nous entourent avant qu'elles ne disparaissent. Et surtout, il faut dire les choses quand on les pense. Peu importe votre âge ou votre génération, vous vous retrouverez dans ces personnages. Ce groupe, qui traversera ces galères monumentales et qui parviendra à évoluer ensemble, même lorsque la distance les sépare. Et vous pensez ressortir vos vieilles cassettes ? Dites-le moi en commentaire. Merci beaucoup à Thibaut Sanzel pour sa participation. Tu repasses quand tu veux. Bah écoute, ce fut un plaisir, mais attention, faut pas me le dire 2 fois. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. On n'oublie surtout pas le pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide toujours au référencement. Et voilà, c'est déjà la fin de la séance, j'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le cinéaste. Et cette année, je laisse le mot de la fin à ce coach bien trop bon pour l'humanité.